A priori, à part le fait que ce soient tous des musiciens, rien ne lie particulièrement Taylor Swift et Weshden. Pas plus que Michel Sardou et Justin Bieber ou Drake et Vanessa Paradis. Et pourtant, en dehors de leur profession commune, ils ont bien un autre point commun. Ils ont tous ou ont tous eu un lien avec Universal Music. Et ce n'est pas vraiment étonnant, puisqu'Universal Music est la plus grosse maison de disques du monde. En 2024, elle détient à elle seule 32% du marché de la musique enregistrée, ce qui en fait l'acteur le plus gros du milieu. Elle génère 5,5 millions d'euros de chiffre d'affaires en 6 mois. On peut dire que quelque part, c'est elle qui dicte les codes de l'industrie musicale tout entière aujourd'hui, et si elle devait être comparée à un animal, ce serait probablement une pieuvre, tant son emprise est tentaculaire. Mais pourtant, c'est loin d'avoir toujours été le cas. Tout ça est parti d'un ophtalmo tout juste diplômé, passionné de musique, qui, avec 1000 $ d'économie, a, sans le savoir, créé la boîte la plus puissante de l'industrie, voire même l'une des boîtes les plus puissantes du secteur du divertissement. Ma question est donc la suivante. Comment une toute petite entreprise de Chicago est-elle devenue en 100 ans l'acteur le plus puissant de l'industrie de la musique? C'est ce qu'on va essayer de découvrir dans cette vidéo. On est en 1924 et Jules Stein est tout juste diplômé et exerce en tant qu'ophtalmo à Chicago. Jules, ça fait longtemps qu'il fait de la musique, puisque pendant ses études, il joue du violon et du saxophone dans un groupe, ce qui lui permet déjà de gagner de l'argent grâce aux concerts qu'il donne, notamment lors de mariages. Problème, Jules, c'est pas un très bon musicien. Par contre, il a un flair business et très vite, il va voir une opportunité. En tant que musicien, il lui arrive souvent que son groupe et lui aient trop de représentations en même temps. Des dates en double, par exemple. Sauf qu'au lieu de les annuler, il propose à d'autres groupes de jouer à leur place. En échange de quoi, les groupes lui donnent un pourcentage de ce qu'ils gagnent grâce au concert. Le mec vient d'inventer le booking. Bon, non, en réalité, c'est une pratique qui existait déjà dans l'industrie musicale, mais il y avait un souci. En gros, quand un groupe A trouve une date pour un groupe B, c'est quand même le groupe A qui est mis en avant. Et pareil avec les bookers professionnels. Ce n'est vraiment pas à l'avantage des musiciens, qui ne se voient pas du tout mis en avant et qui sont de simples commodités. La méthode de Jules est donc plutôt révolutionnaire sur ce point, ça plaît énormément au groupe et c'est ce qui va lui permettre de gagner de l'argent et de se dire c'est peut-être une bonne idée d'entreprise. Avec un associé, William Goodhart, ils mettent en commun leurs économies et fondent la Music Corporation of America, ou MCA. Oui, ça ne s'appelle pas Universal, ça va venir bien plus tard. La MCA, très simplement, elle reprend le principe de ce que faisait Jules tout seul. Elle trouve des dates à des groupes, ces groupes sont complètement mis en avant et ils gagnent de l'argent. En échange, le groupe donne à la MCA deux choses. D'abord, un pourcentage de ce qu'ils gagnent avec le concert, et ensuite les droits exclusifs de leur représentation. En gros, si c'est pas MCA qui trouve la date, ils ne jouent pas. Tout ça, ça séduit beaucoup de groupes à Chicago, et ça permet à la MCA de gagner 30 000 $ la première année, ce qui est très respectable pour l'époque. À ce moment, Jules quitte son travail d'ophtalmo, qu'il avait gardé jusqu'ici considérant l'industrie musicale comme trop instable, et se lance à temps plein dans la MCA. Et justement, en s'y mettant à plein temps, il permet à l'entreprise de grossir et de prendre énormément d'ampleur dans le pays. À la fin des années 30, MCA représente environ 65% des orchestres de danse les plus populaires des États-Unis. C'est énorme. C'est énorme, mais c'est quand même très loin de l'empire mondial qu'on connaît aujourd'hui. Et surtout, c'est pas une maison de disques en réalité, c'est juste une agence de booking. Alors pour devenir un empire mondial, la stratégie de MCA va être d'acheter des labels déjà existants. Dans les années 50 et 60 au Royaume-Uni, il y a un label qui explose tout, c'est Decca Records. C'est une compagnie qui existe depuis très longtemps, avant même la MCA, qui avait notamment un contrat avec Louis Armstrong et qui, dans ces années d'après-guerre, retrouve de sa superbe, après une période un peu compliquée. À cette époque, ils ont des deals avec Chuck Berry, Johnny Cash. Bon, ils ont rejeté les Beatles parce qu'ils n'y croyaient pas, mais en vrai, ça va pour eux. Eh bien, la MCA va les racheter. C'est ce qui va leur permettre de devenir une maison de disques, déjà, et ensuite ils vont ouvrir leur propre label MCA Records et commencer à signer des poids lourds de l'industrie musicale. The Who, Lynyrd Skynyrd, Elton John, MCA Records devient un acteur incontournable de la musique. Et en vrai, à partir de là, on va jouer à Agario. MCA achète les gros labels à potentiel qui émergent sur la scène mondiale. Il rachète le légendaire label Motown Records, s'offrant donc le catalogue de Stevie Wonder, The Jackson 5 ou encore Marvin Gaye. Ils achètent Geffen Records, s'offrant les catalogues de Aerosmith,
Aerosmith, Guns N' Roses ou Nirvana, ils prennent la moitié des parts dans Interscope, s'ouvrant au rap avec le catalogue de Tupac par exemple. Mais c'est pas tout, parce qu'en parallèle, il se passe quelque chose de très grand pour la MCA, trop grand pour qu'on n'en parle pas dans cette vidéo. La MCA utilise dans le même temps exactement la même stratégie dans le milieu du cinéma. Et le révolutionne au passage. C'est-à-dire qu'en 1936, un nouveau membre va arriver au sein de la MCA, Lew Wasserman. Lew, il a 22 ans, c'est un énorme bosseur qui n'a aucun autre intérêt que son travail et il va reprendre la recette. 1. Il prend le modèle du booking de la MCA dans la musique et l'applique au cinéma. Il propose donc un nouveau modèle de contrat aux acteurs qui, au lieu de recevoir une somme fixe, se voit proposer un pourcentage des gains du film, ce qui rend à l'époque plusieurs acteurs millionnaires. Et 2. Il rachète des boîtes pour devenir incontournable à Hollywood. Par exemple, en 1962, la MCA lâche la coquette somme de 11,25 millions de dollars pour acheter un studio en difficulté, Universal Pictures. Dans les années qui vont suivre, les années 70 et les années 80, Universal Pictures est remise sur pied par la MCA et produit des classiques allant des Dents de la Mer en 1975 à Jurassic Park dans les années 90. Bref, si à ce moment la MCA a construit une immense boîte dans la musique, l'entreprise a aussi su construire un empire dans le cinéma. Par simplicité pour cette vidéo, qui est une vidéo de vulgarisation, j'ai différencié l'empire du cinéma et de la télé de celui de la musique, mais en réalité, ils sont assez indissociables. Mais bref, pour l'instant, la partie musicale de la MCA ne se nomme toujours pas Universal Music Group. Alors, que va-t-il se passer pour que ça arrive ? Eh bien, en 1995, la MCA est acquise à 80% par une boîte du nom de Seagram, un géant canadien qui fait du vin. À cette occasion, Seagram divise clairement les activités. D'un côté, il y a le cinéma et aussi la télé avec Universal Pictures, et de l'autre, il y a la musique avec un groupe qu'ils vont nommer Universal Music Group. Sauf que l'aventure Universal Seagram ne va pas durer très longtemps. Quelques années plus tard, alors que sonne le nouveau millénaire, Seagram, qui possède Universal Studios et Universal Music Group, est racheté par Vivendi, une boîte française dirigée par Jean-Marie Messier. Et il ne va falloir que quelques petites années avant qu'un des plus gros scandales financiers de France n'explose sous les yeux du grand public. À la base, Vivendi, c'est une compagnie fondée par Napoléon III, et leur activité n'a rien à voir avec l'art ou le divertissement, puisqu'ils s'occupent de l'eau et des transports en commun. Sauf qu'on est dans les années 2000, que les temps changent, et que Jean-Marie Messier, l'homme que vous venez de voir, a une toute autre vision du groupe. Lui, il veut concurrencer l'empire de Disney. Il veut que la France ait un empire global dans la communication, dans le divertissement, bref, il veut qu'on pèse. Et dans l'idée, c'est incroyable, ce serait incroyable que la France arrive à construire un tel empire. C'est cette vision d'un groupe multi-contenu capable d'apporter ses services partout à n'importe quel moment. C'est dans cette optique que Vivendi rachète Seagram pour avoir sa filiale du cinéma et sa filiale dans la musique, mais il rachète aussi à ce moment une chaîne de télé, Canal+, Havas, un immense groupe publicitaire, bref, il se bouge pour réaliser cette vision. Le groupe est à cette époque renommé Vivendi Universal et Jean-Marie Messier est l'autoproclamé maître du monde. Sauf que, petit problème, tout ça, ça coûte de l'argent. Et s'endetter quand on est une entreprise, c'est pas grave, c'est même souvent nécessaire. On peut avoir de la bonne dette, c'est pas de la bonne dette. C'est pas de la bonne dette du tout. 35 milliards d'euros de dette, mais surtout aucun plan solide, concret, pour maintenir le groupe à flot. Et forcément, en 2002, l'entreprise se pète la gueule. Je pense qu'un graphique vaut 1000 mots. Le cours de Vivendi chute, c'est brutal, et c'est là que les problèmes commencent pour Jean-Marie Messier. Parce que tout ça, ce n'est pas juste une ambition démesurée qui a mal tourné. Et ce n'est pas non plus juste un scandale de mauvaise gestion d'entreprise. C'est bien plus que ça. Jean-Marie Messier est accusé de 3 choses. D'abord, d'avoir dissimulé la réalité financière de Vivendi par des manipulations comptables. Ensuite, d'avoir trompé les investisseurs avec des bilans pas hyper réalistes, y compris les petits investisseurs. Et ensuite, d'avoir touché un parachute doré de 18 millions d'euros à sa sortie, ce qui s'est avéré faux. En réalité, il n'a jamais touché quoi que ce soit, mais il l'a bien réclamé, ça, ainsi qu'une liste d'avantages qu'il n'a jamais touché non plus. Évidemment, c'est un scandale en France, parce que le projet Vivendi Universal était vraiment annoncé comme le futur Disney français, avec énormément d'ambition, et voir une immense entreprise française se casser la gueule du jour au lendemain, c'est impressionnant. C'est comme si aujourd'hui, on voyait LVMH perdre soudainement
80% de sa valeur. Et pour ne rien arranger, Jean-Marie Messier, c'était un personnage particulier. C'était quelqu'un qui vivait à New York plutôt qu'à Paris, ce qui casse un peu la tradition française des grands dirigeants français, et c'était quelqu'un qui s'exprimait avec énormément d'arrogance et de supériorité. Pour l'anecdote, il a été surnommé par les Guignols J6M pour Jean-Marie Messier, moi-même maître du monde, et c'est un pseudo qu'il a repris lui-même, et il en a même écrit un livre. Bon, cependant, à l'époque, il n'en mène plus large, et il va devoir répondre de ses actes devant la justice. Il est condamné par la SEC aux États-Unis. En gros, la SEC l'attaque parce que sa mauvaise gestion a causé des dégâts auprès des investisseurs. Messier doit donc payer $1 million de sa poche. Il est interdit pendant 10 ans de devenir dirigeant ou administrateur d'une société cotée en bourse, et Vivendi paie une amende de $50 millions. En France, il est condamné à 10 mois de prison avec sursis et 150 000 € d'amende par le tribunal correctionnel de Paris pour, je cite, diffusion de fausses informations au marché et abus de biens sociaux. C'est ainsi que le chapitre Jean-Marie Messier se termine. Mais Universal Music, dans tout ça, va rester un actif de Vivendi. Si la société, pour se relever, va vendre énormément d'actifs, comme Universal Studios, parce que la dette ne va pas disparaître comme par magie, elle va décider de conserver Universal. Et d'ailleurs, ça va même devenir une priorité au sein de Vivendi. Et ça, c'est quand même un sacré pari à l'époque, parce que on est au début des années 2000. Et au début des années 2000, qu'est-ce que subissent tous les acteurs du monde de la musique enregistrée? La crise du disque. Mais en vrai, ce qu'on ne dit pas souvent, c'est qu'Universal s'en est assez bien sorti. On en a beaucoup parlé sur cette chaîne et c'est un événement très connu, la crise du disque ravage le monde de la musique enregistrée qui perd jusqu'à 40% de sa valeur à l'échelle mondiale. Mais ce qu'on dit moins souvent, c'est qu'Universal ne va pas trop mal s'en tirer. C'est même l'acteur du monde de la musique enregistrée qui va le mieux s'en sortir et qui va peut-être avoir les stratégies les plus payantes. La première stratégie, puisqu'on ne change pas une stratégie qui gagne, va être le rachat de labels. En réalité, c'est dans ces années que vont naître les Big Three, donc les 3 plus gros acteurs de la musique enregistrée, Sony, Warner, Universal. Avant les années 2000, les Big Three, c'était les Big Six, avec Polygram, BMG, EMI, Universal, Warner, Sony. Sauf que Sony s'est offert BMG en 2004, tandis qu'Universal a absorbé Polygram en 99, puis EMI en 2011, consolidant Universal au rang de numéro 1 dans la musique enregistrée. Sauf que malgré tout ça, malgré tous ces rachats, Universal, à l'époque, ne grossit pas. Ce n'est pas une boîte en croissance. En fait, elle limite la casse et essaie de restructurer ses activités pour ne pas mourir ou connaître une trop grosse difficulté financière. Mais cette stratégie de rachat va être cruciale pour repartir en croissance plus tard et surtout pour assurer et consolider sa place de leader sur le marché de la musique enregistrée. La deuxième stratégie d'Universal pour s'en sortir va être de s'adapter au numérique. Bon, surtout au départ, Universal a une stratégie défensive. Ils intentent des procès contre les plateformes de piratage de musique et même plus tard contre YouTube et ils mettent tout en place pour bloquer le fléau du téléchargement illégal en essayant même d'exercer des pressions politiques pour se protéger. Mais en parallèle, ils essaient vraiment à tout prix de trouver des moyens viables pour la boîte de diffuser la musique en ligne parce qu'il est acté qu'Internet ne va pas disparaître et qu'un retour en arrière n'est plus possible. Alors, ils mènent des négociations avec des gros groupes de la tech comme Apple et son service musical ou avec des compagnies spécialisés comme Spotify et ils font ça à tour de bras en essayant d'être les plus durs possibles dans les négociations. C'est vraiment une période de test pour Universal. Le temps a effacé les échecs et n'a laissé place qu'aux gagnants, mais à l'époque, il y a une multitude d'essais effectués par Universal Music pour trouver quelque chose de rentable. Vous vous rappelez d'E-Compile? Non? Bah moi non plus. Mais c'était un test, un échec du coup, de Universal Music à cette période. Bref, la stratégie d'Universal de s'associer avec des services de musique en ligne est payante. Et est payante assez vite, avec des guillemets, puisque dès 2006, iTunes Music Store, le service d'Apple, représente déjà plus de 10% du chiffre d'affaires d'Universal. En 2012, c'est 44% de l'ensemble de ses revenus issus de la musique enregistrée qui proviennent d'un service lié aux nouvelles technologies. C'est énorme et surtout, c'est plus que ses concurrents. Et puis, le troisième ingrédient de la remontada d'Universal Music, c'est qu'ils vont se diversifier au sein même de l'industrie musicale. Et ce que je vais vous montrer là, c'est encore aujourd'hui le business model d'Universal Music. C'est comme ça que la société gagne de l'argent. Commençons par leur plus petite activité, le merchandising. En 2016, l'entreprise absorbe Bravado, une société qui s'occupe du merch d'artistes comme Michael Jackson et intègre dans son activité la production de produits dérivés pour ces artistes, allant de posters à des t-shirts ou des sweats. En réalité, ça ne représente
représente que quelques pourcents de son activité, mais ça a le mérite d'exister et d'illustrer cette stratégie de diversification. Ensuite, et ça c'est très intéressant, Universal fait de l'édition, avec Universal Music Publishing. L'édition, en gros, ça consiste à acheter des droits sur des œuvres, à les gérer et à les exploiter. Une des manières de les exploiter et donc de les rentabiliser, c'est notamment le placement dans des films, des publicités ou des jeux vidéo. Et ça, c'est rentable pour Universal. C'est une activité qu'il consolide, notamment en rachetant des catalogues. Je ne sais pas si vous vous en rappelez, mais au début des années 2020, on a eu une flopée de ventes de catalogues avec des chiffres mirobolants. Bob Dylan en 2020 pour 300 à 400 millions de dollars, ce qui en fait une des plus grosses acquisitions de l'histoire de la musique, ou Sting en 2022 pour une somme estimée à 250 millions de dollars. La stratégie d'Universal sur le sujet est claire et simple. Investir dans des catalogues de légendes avec des tubes qui rapporteront encore pendant des années et faire vivre ce catalogue pour le rentabiliser. Faut savoir que la synchro, ça rapporte des millions d'euros. Ces catalogues-là, c'est donc des actifs ultra précieux pour une boîte de publishing. Pour illustrer tout ça avec des chiffres, de janvier à septembre 2024, l'édition, ça représente 18% du chiffre d'affaires total d'Universal Music Group contre 6,5% pour le merch. Et concernant l'EBITDA, on est à 19,4% pour l'édition contre 1,5% pour le merch. Mais évidemment, la plus grosse part du gâteau, que ce soit niveau chiffre d'affaires ou niveau EBITDA, revient à la musique enregistrée, qui sur cette même période représente 75,5% du CA et 85,9% de l'EBITDA. En gros, c'est l'activité la plus traditionnelle dans le secteur de la musique. Elle consiste à repérer des artistes, les accompagner dans leur développement, produire l'enregistrement des albums et en assurer la promotion et la diffusion avec des variantes selon les contrats signés. Aujourd'hui, la maison de disques assure principalement le financement des projets musicaux plutôt que tout ce processus d'accompagnement. On en a déjà parlé, c'est un petit peu la banque de l'industrie musicale. Bon, et bien avec tout ça, Universal Music Group se stabilise et commence même à retrouver la croissance. Et quand Vincent Bolloré, un autre gros entrepreneur français, reprend la tête du groupe Vivendi en 2014, groupe qui, je vous le rappelle, possède toujours Universal Music Group, il récupère déjà un empire en bien meilleure situation que l'entreprise ne l'a été au début des années 2000. Les années à venir sont tout aussi florissantes. Universal Music Group est considéré comme la pépite de Vivendi et en 2020, UMG représente 47% des revenus de Vivendi avec 7,4 milliards d'euros de chiffre d'affaires. Et pourtant, petit à petit, Vivendi va se séparer d'Universal Music et ça va changer la trajectoire d'Universal. Il va falloir attendre quelques années, mais déjà en 2019, Vivendi vend 20% de ses parts à une multinationale chinoise, Tencent. C'est le début de la séparation Vivendi-Universal Music, qui s'inscrit dans un changement de cap de la part de la famille Bolloré, qui oriente Vivendi vers un groupe axé sur la communication, la publicité et les médias, plutôt que sur le divertissement. Et il va y avoir une décision forte pour Universal Music Group, puisque la société va être introduite en bourse en 2021 à Amsterdam, avec une capitalisation dépassant les 45 milliards d'euros et une entrée assez réussie. On en arrive au présent. Aujourd'hui, Universal est donc détenu par la famille Bolloré à 28%, dont 10% via Vivendi, par Tencent à 20%, par Pershing Square Holding, une société de gestion de fonds spéculatifs à 10%, et les 42% restants sont détenus par toute une flopée d'acteurs allant d'investisseurs institutionnels à des investisseurs individuels, puisque vous et moi pouvons acheter des actions Universal Music. Dans ce qui s'est passé de notable depuis l'introduction en bourse de la compagnie, il y a eu en juillet 2024 une chute de l'action qui a fait moins 20%. Et c'est assez marrant, bon c'est pas le bon terme mais vous m'avez compris, parce que c'est dû à une seule donnée. En fait, fin juillet, Universal Music Group publie ses résultats du deuxième trimestre 2024 et globalement, c'est conforme à ce qui était prévu. La boîte est en croissance, tout va bien, sauf un élément. La croissance des revenus tirés des abonnements du streaming a ralenti. Globalement, il y avait une attente autour de 11% et la croissance réelle a été de 6,9%. Et ça inquiète les investisseurs parce que ça questionne le business model même d'Universal Music. On l'a dit plus haut, c'est la musique enregistrée qui drive l'entreprise. Et en grande partie aujourd'hui les revenus liés au streaming. Donc si ces revenus-là ne suivent pas, c'est inquiétant. Mais bon, entre-temps, le cours de l'action est remonté et aujourd'hui on a retrouvé le niveau d'avant cette annonce. Affaire à suivre donc pour une boîte sur laquelle je n'ai pas d'avis personnellement, sur laquelle je n'investis pas non plus à titre personnel, mais je suis curieuse s'il y a des personnes qui tombent sur cette vidéo et qui ont des actions Universal, je serais curieuse de savoir pourquoi, ce que vous en pensez globalement et votre vision un peu de l'avenir de cette boîte qui reste pour le
moment le leader de la musique enregistrée. J'espère que cette vidéo vous a plu. Pour l'anecdote, pour celles et ceux qui sont arrivés jusqu'ici, le sujet de l'histoire d'Universal Music, c'est un des premiers sujets que j'ai traité sur cette chaîne. C'était le 6 novembre 2020 et c'est assez marrant parce qu'à l'époque j'allais quitter mon cursus scolaire parce que ça n'allait pas et je me disais je vais ouvrir une chaîne YouTube, je vais vivre de YouTube. Spoiler, j'ai repris les études l'année d'après, mais en attendant, 4 ans plus tard, YouTube est quand même devenu mon métier. Alors merci infiniment. Je vous dis à la semaine prochaine, c'était Lovie, prenez soin de vous.